Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne et merci d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications des nouvelles vidéos. Démocratie, fin de partie. Oui, la démocratie n'est plus qu'un mot, elle est totalement usurpée dans notre pays, elle est attaquée plus que jamais. On va partir pour cela de l'actualité la plus brûlante et effrayante, c'est le vote hier à l'Assemblée nationale de la loi dite Avia, qui va littéralement démolir la liberté d'expression sur Internet. On va voir que l'effondrement de nos libertés, c'est un des grands aspects de la destruction de notre démocratie, de notre mise sous contrôle total. Et le deuxième grand aspect de la démocratie, il ne faut pas l'oublier, c'est le pouvoir de changer réellement les choses. Sinon, c'est du théâtre. Et là aussi, c'est gravement remis en cause, complètement tabassé. Et on va voir pourquoi. Et puis après avoir vu ces notions très concrètes, on va voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et je vous préviens, là aussi, il ne va pas falloir jouer petit bras. Quitte à ne pas plaire à tout le monde, il va falloir prendre des mesures d'urgence. On va y revenir. Alors, la loi dite Avia, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui a été votée hier et qui va entrer en application le 1er juillet prochain, où elle va littéralement détruire la liberté d'expression sur Internet. Pourquoi ? Parce que dans cette loi, il y a quoi ? Les grandes plateformes, donc que ce soit les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos style YouTube ou les moteurs de recherche, devront mettre en place un bouton permanent, très facilement visible, de signalement, je cite la loi, des contenus manifestement illégaux. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, manifestement illégal. Et là, la grande plateforme aura 24 heures après ces signalements faits par les individus ou par la police pour supprimer le contenu si effectivement il est illégal. Sauf que le problème, c'est que 24 heures, c'est très court. Et donc, ils vont faire le travail par de l'intelligence artificielle ou des algorithmes. Et donc, il y aura des abus, il y aura des suppressions massives, même si ça n'est pas illégal à la fin en réalité, parce qu'elles ne voudront pas prendre le risque de payer l'amende. La loi a en effet prévu des sanctions très lourdes, et notamment des amendes qui peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros à chaque signalement non respecté. On imagine bien, et ça va sûrement se produire comme cela, que les contenus vont s'effondrer sur Internet, en tout cas en France, à partir du 1er juillet prochain, et que notre liberté d'expression va donc s'effondrer, elle aussi. D'autant que dans la loi, il n'y a pas que cela. Il y a une mesure tout à fait extravagante et inquiétante, c'est que la police aura, elle, la possibilité de signaler sur n'importe quel site web un contenu relatif à du terrorisme. Donc vous avez compris, l'argument, c'est la lutte contre le terrorisme. Et donc, si la police estime qu'il y a un contenu relatif au terrorisme sur un site internet, n'importe lequel, vous aurez une heure pour le supprimer. Sinon, la police, sans contrôle de la justice, pourra faire supprimer votre site internet. Une heure, c'est évidemment incroyablement court. Vous avez intérêt à être sur avoir le contrôle permanent de votre site internet parce que ça passe très vite. Et puis, la définition de ce qu'est le terrorisme est très vague. Vous savez, un simple appel au rassemblement ou à la manifestation peut être interprété comme du terrorisme. Et ça, on l'a déjà vu. Et donc là aussi, nous sommes dans une dérive très inquiétante. La loi prévoit enfin d'accorder un contrôle de tout cela au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au CSA, qui va donc voir ses prérogatives être considérablement augmentées par cette loi. C'est donc une loi inédite. Sachez qu'elle a été portée par Laetitia Avia, qui est une députée En Marche, qui s'était faite remarquer dès le début de son mandat pour avoir mordu un chauffeur de taxi, quand même incroyable, et qui là a été la cible d'une enquête très fouillée de Mediapart, publiée la veille de cette loi, qui fait témoigner 5 de ses anciens assistants parlementaires qui ont témoigné, eux, dans cet article. Je ne fais que rapporter que cette députée instillerait un climat de terreur et aurait des propos sexistes, homophobes, racistes, selon ses assistants rapportés par Mediapart. Donc c'est quand même un comble de laisser manifestement à une gamine immature et menteuse le soin de définir ce que sont nos libertés et notre démocratie. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Derrière Laetitia Avia, il y a une volonté bien au-dessus d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui veut respecter un ordre du jour qui n'est pas conforme à nos libertés et à notre démocratie. Alors, ce n'est pas la première fois que notre liberté d'expression est complètement réduite en miettes. Ça fait des décennies qu'il y a des lois qui restreignent de plus en plus notre liberté d'expression. Auparavant, traditionnellement, et ça fait longtemps que c'est le cas dans le droit français, on va dire dans les droits civilisés, il y a interdiction logique de la diffamation, de l'injure, de l'insulte, de la menace, de l'appel au meurtre. Mais ça, c'est normal. Mais là, on est bien au-delà de ça. Vous voyez bien qu'on est dans l'arbitraire, puisque c'est ce qui est manifestement illégal, ce qui relèverait du terrorisme, ce qui relèverait de la haine.
Peut-être que vous avez une définition de ce qui relève de la haine qui n'est pas la même que celle de votre voisin et réciproquement. Donc on n'est plus dans le droit objectif et clair, on est dans le droit subjectif. C'est l'autre nom du règne de l'arbitraire. Nos libertés d'expression ne sont pas les seules à être mises en cause. Nous sommes dans une situation très exceptionnelle, celle de l'état d'urgence sanitaire. On vient de sortir du confinement. Nos libertés élémentaires comme celle de se déplacer ont été, comme jamais, détruites et remises en cause. Alors, on nous a dit que c'est pour des raisons sanitaires. On peut l'accepter si c'est extrêmement borné dans le temps, si on voit une fin avec un retour immédiat et intégral à nos libertés derrière. Mais ça n'est pas le cas. Même dans le déconfinement, il y a toujours des exceptions. On ne peut pas aller à plus de 100 km, on ne peut pas faire telle ou telle chose, on doit respecter des gestes contrôle, des gestes barrières, et on nous les met dans le crâne d'ailleurs dès qu'on allume la radio ou la télé le matin. Et il y a une espèce d'accoutumance à cet état de fait, d'une limitation sans vraiment avoir un horizon temporel de nos libertés les plus élémentaires. Et d'ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a déjà été prolongé jusqu'au 10 juillet. La loi actuelle prévoit qu'il puisse l'être jusqu'au 1er avril prochain. Et des ministres ont dit que ça durera le temps de la pandémie. Mais ça veut dire quoi cela? Parce que la pandémie, on considérera qu'elle s'arrêtera quand? Qu'elle sera finie quand? Quand il n'y aura plus aucun cas de Covid-19? Est-ce qu'on en est sûr qu'à un moment, il n'y aura plus aucun cas? De la même manière, vous savez, la dernière fois qu'il y avait un état d'urgence, c'était sur le terrorisme. Mais on a fini, le gouvernement a fini par mettre l'état d'urgence, qui était un droit exceptionnel, dans le droit classique, dans le droit normal, par une simple loi. Il pourrait faire demain la même chose avec l'état d'urgence sanitaire, en le mettant dans la loi classique, dans le droit normal, pérennisé pour toute la vie. Et c'est bien le risque. D'ailleurs, voyez comment l'OMS a dit aujourd'hui même, par la voix de Mike Ryan, qui est un spécialiste au sein de l'OMS des urgences sanitaires, que le coronavirus ne disparaîtra peut-être jamais, je le cite, et que donc, pour toujours, peut-être, je le cite toujours, l'humanité devrait apprendre à vivre avec. Oui, mais ça justifierait à ce moment-là des mesures de contrôle, et les gouvernements pourraient être très tentés de les appliquer parce que ça restreint nos libertés. Et nous sommes pendant ce temps-là très infantilisés. On nous demande de respecter tel ou tel geste, de ne pas faire ça, et il y a un risque que ça rentre dans nos cerveaux et qu'on s'accoutume. Regardez comment, dès le début du confinement, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait engueulé en quelque sorte ceux qui ne respectaient pas le confinement en disant ceux qui sont aujourd'hui en réanimation à l'hôpital, c'est ceux qui ont mal respecté les règles, qui n'ont pas été sages, qui n'ont pas respecté le confinement. Ce qui était objectivement faux, mais ce qui était en plus une manière de ramener le citoyen à une situation d'enfant. Alors là aussi, la remise en cause de nos libertés de se rassembler ou de circuler existe depuis bien avant l'état d'urgence sanitaire et l'épidémie. Souvenez-vous de toutes ces manifestations de gilets jaunes réprimés, de ces violences policières qui sont souvent politiques, de cette répression très brutale par la justice contre les manifestants. C'était inédit là aussi, de ces périmètres dans nos villes de plus en plus importants où on n'a pas le droit de manifester. Donc on voit qu'on s'habitue progressivement à une restriction forte de toutes nos libertés. Et le risque, c'est de s'accoutumer. Regardez, s'ils mettent en place l'application sur les téléphones portables Stop Covid à partir de début juin, ça nous mettra dans le crâne l'idée qu'une sorte de Big Brother, en quelque sorte, d'application Big Brother, serait efficace contre l'épidémie. Au lieu de se dire que ce qui est efficace, c'est d'abord les traitements, l'état de notre système hospitalier, d'avoir simplement des masques, par exemple, et des tests, ça paraît évident. Non, ce qui serait efficace, c'est des solutions ultra-technologiques de contrôle. Et donc ça met dans le crâne des gens cette idée progressivement. C'est très insidieux et c'est très dangereux. Est-ce qu'on a face à ça des contre-pouvoirs au moins? Les médias? Non. Les médias, à part quelques heureuses exceptions, il y en a toujours, quelques journalistes, quelques médias, notamment sur la presse en ligne ou la presse écrite un peu plus libre. Enfin, globalement, les médias, pour le son général, ont repris la propagande gouvernementale pendant cette épidémie et ça continue. On va y revenir, c'est un sujet très important. Mais les autres contre-pouvoirs, c'est les juridictions qui sont censées faire respecter nos libertés. Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dès une décision qui est devenue déjà historique au début du confinement, le 26 mars, a décidé d'entériner une violation de la Constitution. C'est-à-dire que l'article 46 était violé par le gouvernement et le Conseil constitutionnel l'a accepté, alors qu'il est censé protéger la Constitution, en disant que c'était lié à une situation exceptionnelle. Mais vous imaginez que ce raisonnement peut se reproduire maintenant à l'avenir. Parce que nous sommes dans une situation très spéciale, terrorisme, épidémie, conflit ou je ne sais quoi, eh bien, risque naturel ou réchauffement climatique, eh bien, la situation exceptionnelle fait qu'on peut accepter une infraction à la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas joué son rôle. Le Conseil d'État non plus. Il a été saisi au moins une dizaine de fois par des collectifs de médecins libéraux pour qu'ils aient simplement le droit de prescrire, ce qui est normal, des traitements, ce qui a toujours été leur cas avant,
selon leur expérience, leurs études, leurs connaissances et leur déontologie. Et ça a été à chaque fois retoqué. Donc on a vu que le Conseil d'État s'est vraiment comporté comme un organe de certification des choix de l'exécutif, ce qui normalement n'est pas du tout son rôle. Donc on voit bien qu'on est dans une situation là inquiétante. On va revenir sur les solutions après. Mais la deuxième grande définition de la démocratie, ce n'est pas que nos libertés. C'est aussi de savoir si on est au théâtre ou pas. C'est de restaurer nos droits. Est-ce qu'on a un pouvoir réel de changer les choses? Pouvoir réel sur notre pays? Et là, non. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est parti à Bruxelles, les compétences ont été transférées à des instances supranationales, au-dessus des nations. L'Union européenne, l'euro, l'OTAN, la Cour européenne des droits de l'homme. Le plus grave, c'est l'Union européenne et l'euro là-dedans, évidemment, mais les autres ne sont pas sans importance. Et donc, les campagnes électorales sont de plus en plus du cinéma et du théâtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus d'abstention. Parce que vous avez beau avoir énormément de petits bulletins de vote devant vous, des petits bouts de papier avec toutes les tendances politiques du monde, il n'y a pas de problème, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur une table dans un bureau de vote. Mais là, et Emmanuel Todd le dit très bien, vous choisissez un bulletin, mais en réalité, vous le mettez dans une enveloppe et dans l'urne. Mais en réalité, rien ne changera puisque vous élisez des gens qui n'auront pas le pouvoir de respecter leur programme, leurs promesses électorales et qui ne peuvent pas réellement changer les choses. Ils ne contrôlent ni les frontières, ni le commerce, ni la monnaie, ni le budget, ni les lois, ni l'immigration, ni la politique économique, ni la politique industrielle, ni rien. Parce qu'on est dans l'Union européenne et dans l'euro. Et donc le pouvoir n'ayant plus le pouvoir, pour tenir, il fait de la communication. Ça, il en use et il en abuse depuis bien longtemps. Puis quand c'est plus suffisant, il fait des coups de force. Il utilise la force. Typiquement, ce qu'il fait contre nos libertés. Nous venons de le voir, les deux aspects les deux définitions de la démocratie, tous les deux baissent en même temps, sont restreints en même temps. C'est logique. Quand un pouvoir n'a plus le pouvoir, il est tenté par la force. Et en même temps, il nous ramène dans une définition d'opérette de ce qu'est la démocratie, où quand on vote, c'est du cinéma et du théâtre. Et quand il y a des campagnes électorales, il y a des acteurs qui jouent. Et en réalité, il n'y a pas un pouvoir réel de changer les choses. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas possible. C'est le cas dans le système actuel de supranationalisme. Mais ça n'est pas forcément toujours le cas. Et on va voir pourquoi après, on va voir ce qu'il faut faire. Celui qui a bien expliqué ça, c'est Jean-Claude Juncker. Il était alors président de la Commission européenne, il l'a dit en 2015. Cette phrase est restée célèbre. Il n'y a pas de choix démocratique au-dessus des traités européens. C'est clair. Au moins, lui, il dit les choses clairement. Il n'y a pas de choix démocratique au-dessus des traités européens. Vous êtes enfermés, vous êtes en cage dans ces traités, même quand vous les avez rejetés, comme on a fait en France il y a 15 ans contre la Constitution européenne par référendum. 3 ans plus tard, ils nous l'ont fait passer par le Parlement et ils ont rebaptisé le paquet cadeau traité de Lisbonne. D'ailleurs, regardez, ils ne font plus de référendum. C'est un des signes que cette démocratie est morte. Ils font plus de référendum. La décennie 2010 a été la première en France sans référendum national. Et le dernier qu'on a fait, c'était le 29 mai 2005. On va fêter le 15e anniversaire bientôt. Il n'a pas été respecté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord rétablir nos droits. Vous savez, Charles de Gaulle disait « Pour moi, la souveraineté nationale se confond exactement avec la démocratie ». C'est totalement vrai. Donc, il faut rétablir notre souveraineté nationale. Il faut donc faire le Frexit. Voilà. Il ne faut pas jouer petit bras. Il faut faire le Frexit, la sortie la plus rapide possible de la France, de l'Union européenne, de l'euro. Et puis les instances supranationales, du système Schengen, de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'OTAN, bien évidemment. Ça, c'est l'aspect souveraineté nationale, démocratie. Ce qui fait que les élections, les campagnes ne seront plus du théâtre. Non, on votera réellement pour des gens qui ont du pouvoir. Mais il ne faut pas que simplement ces gens aient du pouvoir. Il faut donc en parallèle, pour rétablir la démocratie, rétablir la souveraineté populaire, donner du pouvoir au peuple. Donc il faut refaire des référendums beaucoup plus souvent. Il faut mettre le référendum obligatoire dans la Constitution quand on veut justement modifier la Constitution, ce sera un garde-fou, ou quand on doit ratifier un traité qui traite notamment de nos aspects de souveraineté nationale, référendum obligatoire, on dessaisit le Parlement de ce pouvoir, et puis mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, sur tout sujet, déclenchable par exemple à partir de 500 000 signatures au niveau national, c'est-à-dire facilement accessible, il faut le mettre aussi dans la Constitution. Puis il faut rétablir nos libertés, mettre fin à tous ces états d'urgence ici et là qui ont été mis dans le droit commun. Bien sûr, il faut prendre les mesures pour lutter contre les épidémies, pour soigner les gens, pour lutter contre le terrorisme, pour protéger les Français, pour lutter contre le chômage, etc. Bien sûr, mener des vraies politiques écologiques pour que tout aille bien, pour que la société soit plus harmonieuse. Bien sûr, mais ça ne justifie pas des états d'urgence. Donc il faut tous les abroger et il faut abroger les lois qui ont limité notre liberté d'expression.
Et il faut également aller au cœur des choses, c'est-à-dire qu'il y a des associations communautaires qui ne jouent plus leur rôle d'enrichissement du débat en France. Elles sont simplement là pour gagner de l'argent avec des procès ou pour terroriser ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc elles ont un rôle de pression idéologique. Ça n'est pas leur rôle. Donc s'il est démontré que elles ne jouent plus leur rôle, leur statut social qui normalement est d'enrichir le débat, mais qu'elles sont simplement là pour gagner du fric et pour fliquer les gens, il faut les dissoudre, ces associations communautaires. Et puis, il faut des contre-pouvoirs réels. Alors, il y aura le peuple, par cette souveraineté retrouvée, par le RIC et par tout ce qu'on mettra en place. Mais les contre-pouvoirs, c'est aussi une justice indépendante. Ça veut dire qu'il faut une meilleure formation des juges, plus diversifiée socialement, idéologiquement, qu'il faut retirer les juges de la pression de la carrière. Parce que si le pouvoir, le gouvernement peut menacer les juges ou faire pression sur eux via leur carrière et leur perspective de carrière, alors ils ne sont pas libres. Et c'est un énorme problème. Il faut par ailleurs arrêter la concentration des médias. On parlait des médias, l'un des problèmes en France, c'est que les médias appartiennent en France essentiellement à 9 milliardaires. Ben ça n'est pas possible. Et une loi doit intervenir là-dessus, comme une loi doit obliger au respect strict du pluralisme d'opinion dans les médias grand public, télévision et radio. Le respect strict, un vrai pluralisme. Toutes les solutions ne sont pas abordées ici. Comme on ne parle pas de tout le problème de la liberté ou de tout le problème de la démocratie, mais je vous donne des pistes très importante. Un vrai programme sérieux de rétablissement de nos droits et donc d'une vraie démocratie, d'une vraie souveraineté populaire et nationale. Si vous êtes d'accord avec ces orientations et ces choix, alors je vous demande d'adhérer aux Patriotes. Engagez-vous, restez pas simplement derrière votre clavier ou à dire que vous êtes d'accord ou à dire que vous avez envie que ça change. Engagez-vous, rejoignez les Patriotes. Le lien pour adhérer est sous cette vidéo dans la description. Je vous attends. Je vous rappelle que nous n'avons aucun soutien bancaire ni aucun soutien public, pas un centime, qu'on n'a pas de dette non plus. Donc on est libre, mais on dépend à 100% de nos adhérents et de nos donateurs. Donc je vous remercie d'avance. Et par ailleurs, nous nous battons, ne perdez pas courage, gardez espoir. Il y a beaucoup de Français qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Allez, je vous attends aux Patriotes et surtout, je vous attends dans le grand combat pour la France et pour nos libertés. Merci.